Bienvenue dans le débat de France 24. Il n'acceptera le résultat de l'élection que s'il lui est favorable. Et oui, c'était Donald Trump hier dans le troisième et dernier débat face à son adversaire Hillary Clinton. Il s'est à nouveau exprimé cette fois dans l'Ohio pour préciser sa pensée. Il jette en tout cas un doute sur le processus électoral aux États-Unis. Et c'est ce qui fait réagir aujourd'hui. Retour sur les meilleurs morceaux de ce débat en images. Loser concedes to the winner. Are you saying you're not prepared now to commit to that principle? What I'm saying is that I will tell you at the time. I'll keep you in suspense. Well, okay? Chris, let me respond to that because that's horrifying. La phrase est inédite. Donald Trump laisse entendre qu'il pourrait ne pas accepter le résultat du scrutin. Une déclaration choc qui close ce dernier débat extrêmement tendu. Regard en chien de faïence, pas de poignée de main. Les deux candidats ont tenté de cogner le plus possible. Elle joue la peureuse. Poutine, de ce que je vois, n'a aucun respect pour cette personne. Parce qu'il préfère avoir une marionnette en tant que président des États-Unis. Pas de marionnette, c'est vous la marionnette. Autre point de discorde, l'immigration clandestine. Sans surprise, Donald Trump défend son projet de construire un mur à la frontière avec le Mexique, ce à quoi s'oppose fermement l'ex-première dame. Donald parle d'un mur qu'il veut construire. Il est allé au Mexique, il a rencontré le président et il n'y en a même pas parlé. Je pense que c'est une idée qui déchirerait notre pays. Les deux candidats ont également une vision très différente sur le contrôle des armes à feu. Hillary Clinton souhaite des réglementations justes en la matière. Elle s'est heurtée à une fin de non-recevoir du candidat républicain. Nous allons nommer à la Cour suprême des juges qui vont aider le deuxième amendement, qui ne vont pas l'abîmer. La Cour suprême, c'est l'un des enjeux les plus importants de cette présidentielle. Car le prochain chef de l'État pourrait avoir à nommer plusieurs juges et donc donner l'orientation de la Cour pour des dizaines d'années à venir. Pour conclure, chacun pique là où ça fait mal. Donald Trump agite une nouvelle fois le spectre d'une élection truquée, dénonçant notamment l'attitude des médias. Hillary Clinton, elle, ne cesse de remettre en cause la légitimité de son adversaire en tant que président. Et on attend de connaître maintenant l'audience pour ce troisième débat. Pour référence, le premier face-à-face entre les deux candidats avait réuni l'audience record de 84 millions de téléspectateurs. Où en est la campagne à 3 semaines de l'élection? On en débat avec à nos côtés Antoinette Lorrain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Republicans Overseas pour la France. Et donc vous représentez, on l'imagine, en tout cas on va l'entendre ce soir, les intérêts du candidat Donald Trump. Face à vous, Robert Vallier, secrétaire de Democrats Abroad pour la France. Bonjour, merci d'être avec nous également. Et on vous entendra bien sûr sur les positions défendues par votre candidate Hillary Clinton. Également avec nous Thomas Negaroff, historien, journaliste à France Info. Vous êtes l'auteur de Hillary et Bill Clinton, l'obsession du pouvoir aux éditions Taillandier. Puis votre dernier ouvrage, c'est Géopolitique des États-Unis. Vous êtes également l'auteur des États-Unis pour les nuls. Anne Désine, enfin avec nous, juriste, spécialiste des États-Unis et auteur de la Cour suprême des États-Unis aux éditions Dalloz. Alors on en a parlé justement de la Cour suprême. Premier sujet du débat. J'allais dire enfin, on est enfin rentré dans des sujets de fond, au moins pendant la première heure, Anne Désine. Ah oui, pendant la première demi-heure, Trump a réussi à être discipliné et à dire les choses importantes qui pouvaient non seulement mobiliser sa base, mais peut-être convaincre les indécis, puisque c'était l'un des défis de ce troisième dernier débat. Et ce qui est intéressant, c'est que Chris Wallace, qui est un journaliste Fox News, mais indépendant, ça ne fait pas partie des acharnés de Fox News, a été un très très bon modérateur. Et moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant qu'il prenne le risque de commencer par une question sur la Cour suprême, surtout que ces deux sous-questions étaient assez techniques. Et là, Hillary Clinton a montré qu'elle était vraiment excellente intellectuellement et une avocate de haut niveau. Elle a justement évité de répondre sur le très juridique, le très technique, en disant « La Cour suprême, ce sont deux images de l'Amérique à terme de 25 ans que nous proposons, moi-même et Donald Trump. » Elle a dit « Avec moi, les juges vont défendre ceux qui ont besoin d'être défendus, les opprimés, les minorités, etc. » Donc, les juges mettront l'accent sur la défense des droits et sur l'égalité, et l'égalité en matière électorale, alors que les juges de Trump mettront l'accent sur la liberté et bien sûr protégeront le sacro-saint second amendement. Et en fait, c'est la seule chose qu'a été capable de dire Trump concernant la Cour suprême, parce qu'il ne comprend pas vraiment quel est le rôle pivot de la Cour suprême.
Antoinette Laurin, interrogée effectivement sur cette question de la Cour suprême et des nominations du juge, la première réponse de Donald Trump a été sur ce deuxième amendement. C'est vraiment ça la priorité aujourd'hui pour un futur président américain, protéger, alors pour ceux qui nous écoutent, le droit des Américains à porter des armes? Il est soutenu par la NRA, National Rifle Association. Alors, c'est une très grande organisation des droits civils. Et je pense qu'il dit ça parce que, à cause de tous les mauvais événements qui sont liés aux armes, la droit de porter les armes, dans ces années récentes, malheureusement, les gens américains, ils sont en train d'aller dans les magasins pour acheter les armes au niveau record. Oui. Thomas Negaro, vous voulez réagir? Oui, parce que en fait, c'est un vrai débat de sourds sur le deuxième amendement. Oui. Donald Trump prétend qu'Hillary Clinton veut revenir sur le deuxième amendement. Elle n'arrête pas de claironner, mais pas du tout. Je veux absolument pas revenir dessus. Elle, ce qu'elle veut, c'est un meilleur encadrement des acquéreurs d'armes à feu, oui. Et par exemple de revenir sur l'interdiction des fusils d'assaut c'était le cas entre 1994 et 2004, c'était décidé d'ailleurs sous son mari, président des États-Unis. Il ne s'agit pas de revenir, sauf que évidemment, et c'est très juste avec la NRA, il y a un épouvantail dans l'électorat américain qui est on veut nous enlever nos armes à feu. Hillary Clinton veut tuer le deuxième amendement, mais il n'en a jamais été question. Il y a quand même eu un autre sujet important. Oui, il y a aussi quand même les background checks sur les personnes qui ont des déficiences mentales ou des problèmes psychologiques en tout cas. Oui, et puis toutes les ventes d'armes dans des foires où là, alors là, les contrôles sont quasiment absents. Là, c'est des questions importantes que d'ailleurs les républicains voulaient eux-mêmes évoquer. Donc, il est encore plus en fait radical qu'une partie du parti républicain qui était prête à discuter ces questions-là. Là, il a même dit à un moment donné, Chicago, qui est la ville qui a le plus de restrictions, est aussi l'une des villes où la ville, parce que tout avec Trump, c'est toujours le plus, la plus, qui était la ville où il y avait le plus de criminalité. Donc il a complètement cassé l'argument de dire que moins d'armes ou plus de contrôle, c'est moins de danger. Il est dans la rhétorique habituelle des républicains conservateurs qui est de dire plus d'armes pour nous protéger. C'est votre avis, après on passera évidemment aux autres sujets, mais c'est votre avis, Antoinette Laurin. Je voyais que vous acquiescez finalement à ce que disait Thomas Negaroff à l'instant. Vous avez le sentiment que Donald Trump, il sort un petit peu de finalement un compromis qui serait possible entre républicains et démocrates pour non pas évidemment revenir sur le deuxième amendement, mais mieux contrôler l'accès et surtout ceux qui accèdent aux armes à feu? Oui, je pense qu'il est tout à fait ouvert à réglementation plus importante. Personne, même les républicains, ne veulent pas des catastrophes, des massacres des innocents. On n'est pas là pour ça. Mais le deuxième amendement est là, historiquement, pour des raisons très importantes. Je pense qu'il va travailler avec les démocrates. C'est pas un problème, pardonnez-moi, qu'une association comme la NRA influe aussi directement sur le cours d'une élection. Vous allez me dire, dans un pays où les lobbies sont puissants, pourquoi pas, mais là, on a quand même affaire à quelque chose d'assez particulier. C'est comme si, effectivement, le lobby militaire s'exprimait de manière publique sur l'élection et tentait de peser de cette manière-là. Cette même lobby a soutenu Harry Reid, une puissante démocrate, et ils ont donné de l'argent à sa campagne en 2010. Harry Reid, qui a été effectivement un sénateur démocrate, qui est toujours d'ailleurs et chercher leur soutien aussi. Alors, c'est un problème qui touche les deux partis. Il n'y a pas que le NRA. Guns on America. Robert Vallier, on réagit sur donc c'est vrai que Donald Trump a beaucoup de respect pour le second amendement et il n'a pas trop pour le premier. Donc il y a déjà des comptes où on voit beaucoup de menaces contre les journalistes. Donc les premiers, c'est la liberté d'expression. Libre expression, libre congrégation, conscience, etc. Donc, il n'aime pas quand la presse parle de lui d'une manière factuelle. Il veut éliminer les crédentiaux de membres de presse pour rapporter sur lui. Donc, bien qu'il est bien intéressé par le deuxième amendement, donc pour moi, le premier a encore plus d'importance. Et je m'inquiète un peu sur ce discours qu'il a fait par rapport aux armes hier soir, parce qu'il a aussi invité ses militantes à surveiller les postes de vote, les stations de vote.
Avec leur arme, je sais pas, mais ça donne peur. Oui, donc, vous nous amenez directement à l'autre sujet qu'on voulait aborder, évidemment, parce que là, c'est pour la partie finalement un peu sérieuse des sujets de fond, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais il y a quand même un sujet sur lequel Donald Trump met les pieds dans le plat. Il faut dire qu'il avait prévenu dans les jours qui précédaient ce débat. Il n'est pas certain d'accepter le résultat de l'élection. Thomas Negaroff... on avait déjà vu Donald Trump remettre en cause, c'était lors de la primaire républicaine, du premier débat de la primaire républicaine, c'était le seul parmi les 17 ou 16 ou 17 candidats en lice à ne pas s'être engagé à l'époque à reconnaître le gagnant finalement investi par le Parti républicain. Il se trouve que ça a été lui, donc d'une certaine manière ça s'est bien terminé. C'est une habitude, et est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas finalement le prendre au sérieux puisqu'il s'est ravisé dans le cas de la primaire républicaine et que là, il commence déjà à revenir un peu sur ses propos? C'est vrai qu'en 12 heures, il a pratiquement changé d'avis, puisque maintenant, il considère que s'il gagne, évidemment, il le reconnaîtra, comme il l'a fait pour la primaire, mais s'il y a un écart important, il le reconnaîtrait aussi. Non, je pense pas d'ailleurs, les Américains s'y trompent pas, hein, c'est vraiment en une de toute la presse américaine, je pense pas qu'il faille se dire, oh, Donald Trump nous fait encore un truc rigolo. Je pense que c'est assez grave. Ah oui. C'est assez grave d'un point de vue d'une démocratie. Alors, il ne s'agit pas d'empêcher quiconque de contester un résultat électoral. Ça fait aussi partie du jeu démocratique. C'est normal que si des élections sont très serrées, et ça arrive en France régulièrement, Al Gore, en 2000, a contesté la Floride jusqu'à la Cour suprême en décembre, et là, il a quand même... C'est d'ailleurs l'exemple qu'invoque Donald Trump. Oui, donc et surtout une fois que l'élection a eu lieu, et que c'est dans un seul État. Là, il y a l'idée, à mon avis assez grave, que quelle que soit finalement l'issue, tout ça est truqué, les médias sont corrompus, alors avec deux conséquences. À mon avis, une assez contre-productive, c'est que ces électeurs peut-être vont pas se déplacer, parce que quel est l'intérêt d'aller se déplacer si l'élection est truquée? Donc ça, c'est peut-être un peu idiot d'un point de vue stratégique. Et puis je trouve que c'est un peu dangereux, parce que les derniers sondages montrent quand même que 40 à 41% des Américains sont plutôt d'accord avec l'idée selon laquelle l'élection serait truquée par notamment les médias ou par le Parti démocrate. Ça veut dire de quelle Amérique héritera le futur président le 9 novembre. C'est pas forcément la guerre civile, mais si on met bout à bout une défense absolue du port d'armes, des propos parfois un peu limites sur Hillary Clinton, surveillez bien qu'elle respecte le second amendement. Certains ont parlé d'appel au meurtre, je ne pense pas, mais en tout cas un climat très violent. Si en plus vous ne reconnaissez pas le résultat d'une élection, on est sur un média ici qui traite beaucoup de l'actualité africaine. C'est des réalités qu'on connaît souvent dans les pays africains de non-reconnaissance de victoire électorale. Dans une démocratie, ça pose un problème. Anne Désine, qu'est-ce que ça dit potentiellement des possibilités qu'aurait concrètement Donald Trump de contester le résultat? Est-ce que c'est simplement là des propos qui visent à saper la légitimité future d'Hillary Clinton si elle est élue, ou est-ce que ça pourrait être plus loin? Est-ce qu'il pourrait réellement contester? Auquel cas, quelles sont les voies de recours dont il dispose? Oui, tout d'abord, je travaille souvent avec une ONG américaine qui s'appelle NDI en Afrique, et effectivement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'expliquer qu'il est important que le vaincu concède. Donc c'est ahurissant que ce donneur de leçons, la plus grande démocratie au monde, ait ce problème. Donc ça, c'est petit a. Alors concrètement, pourquoi fait-il cela? Je pense que Trump est son meilleur ennemi. Toute sa famille, ses proches, sa directrice de campagne, Kellyanne, son running mate, lui disent mais non, il ne faut pas le faire. Mais il est incapable de se contrôler, il l'a dit, et surtout il l'a redit en meeting. Donc maintenant, c'est acté. On reviendra sur ses motivations, mais concrètement, est-ce qu'il peut contester? Le système, comme on le sait, est décentralisé. Il y a des élections dans chaque État. Donc dire que le système est truqué, ça voudrait dire qu'il y ait des fraudes dans chacun des 50 États. Ce n'était pas le problème en Floride. On n'a jamais parlé de fraude, on a parlé de recount. Il s'agissait de vérifier le bon nombre des bulletins, parce que celui qui obtenait la majorité obtenait, à l'époque, je crois que c'était 27 grands électeurs, maintenant c'est 29, et donc gagnait l'élection. Là, c'est différent, parce que l'on se batte jusqu'à la Cour suprême pour vérifier le recomptage, quand c'est le dernier chiffre qui peut faire basculer d'un côté ou l'autre, c'est une chose. Là, de toute façon, les chiffres que nous donne 538, tout le monde, c'est grosso modo, Hillary dépasse les 270, et que Trump plafonne à 170. Bon, bref. Donc, de toute façon, on n'est pas du tout dans une élection close, dans une élection qui peut se gagner. Donc, vous voulez dire que s'il y a un écart significatif, il n'y a aucune possibilité de contestation? Bien sûr que non, ça ne sert à rien. Pour qu'il puisse contester, il faudrait qu'il y ait des problèmes dans plusieurs États où la différence de voix est toute petite. Donc, par exemple, dans la Floride, dans l'Ohio, tous ces États swing states, où il y a une toute petite différence de voix. Et là, il y aurait des contestations. Donc, on ne peut pas dire que c'est totalement impossible, mais encore faudrait-il qu'il ait une équipe juridique. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé en Floride en 2000. Il y avait 40 avocats de chaque côté, il y avait des volontaires sur le terrain, etc. Il faudrait une énorme équipe juridique pour que cette proposition de vérifier que l'élection s'est bien passée puisse aboutir quelque part.
La plupart des États sont contrôlés par les républicains en aussi, plus, donc voilà. les gouverneurs et les secrétaires d'État. Donc de dire que la plupart des gouverneurs républicains vont truquer l'élection contre le candidat républicain, c'est ce qu'a dit folie. John Kasich. Il a dit, mais attendez, ça veut dire qu'il n'a même pas confiance dans les gens. Le gouverneur de l'Ohio. Hein. Oui, le gouverneur de l'Ohio n'a pas voulu soutenir Donald Trump, mais il n'ira pas jusqu'à fausser les élections dans un sens contraire. Enfin, on nage sur la tête. Antoinette Laurin. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu les informations qui sont sorties cette semaine sur Project Veritas Action. Oui. Oui. Ça, c'est des informations sur la fraude de la part des démocrates qui est assez important. Et ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec le colistier, gouverneur de l'Indiana Mike Pence, vous n'êtes pas d'accord non plus avec le président de la majorité à la Chambre des représentants, Paul Ryan, vous n'êtes pas d'accord avec un éditorialiste comme Bill Kristol, qui tous disent que soit contredisent Donald Trump, soit carrément disent que ça le disqualifie même pour être président. Ça ne disqualifie pas. Il n'a pas dit, je pense que la média a retourné ses mots. Il a dit qu'on verra, on arrive au moment. Il n'a pas dit, et c'est vrai que si c'est proche, comme c'était le cas avec Al Gore en 2000, si c'est très, très proche, c'est vrai qu'il y a assez de cas de fraude, même peut-être 5%, c'est assez frauduleuse pour compter un candidat, l'élection totale. Vous savez, en 1960, Alors, Richard Nixon, qui est une icône du Parti républicain, je regardais à nouveau son discours de concession speech. Sur Chicago. Hein. Il le prononce alors que l'élection on n'a même pas encore fini. Oui. Il dit voilà, si les résultats se poursuivent ainsi, le sénateur Kennedy deviendra le président des États-Unis. Richard Nixon. Et pourtant, il y avait sans doute de la fraude. Et pourtant, alors là, oui, pour le coup, là... Et en fait, les cas des fraudes vérifiées aux États-Unis sont très, très peu. Oui. Et oui, parce que c'est pas vérifié. Non, il y a beaucoup de cas quand même des gens qui n'ont même pas le droit qui votent. Il y a des cas des allégations. On va reprendre cette discussion là où elle s'arrête dans un très court instant. Pause et on se retrouve dans moins de 3 minutes. Restez avec nous.